Bon, désolé pour le retard, là. Donc, petit problème technique. Donc, merci à tous d'être ici pour la présentation de Guillaume Brouillette, qui est chargé de cours ici à l'université, qui est aussi un docteur de l'Université de Sherbrooke, spécialité topologie, je veux dire, en général. On va nous parler aujourd'hui des chandails en 3 trous. C'est une question qui a été posée par les étudiants ici et maintenant va être élucidée aujourd'hui. Donc, bonne présentation et merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Il y a assez peu d'occasions dans la vie pour parler de topologie. Donc, de me donner une occasion comme ça de parler de topo, moi, je suis bien content d'être là. Et ça, comme Pierre-Olivier disait, l'idée de la présentation venait vraiment d'un étudiant qui est arrivé à un moment donné dans le bureau de Pierre-Olivier. Et il posait une question sur un chandail, ça a combien de trous? Puis la discussion était super intéressante. Ça m'a fait réaliser que pour répondre à cette question-là, ça prend quand même il y a quand même des fondements en arrière de tout ça qui doivent être explorés un petit peu. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça le but de ma présentation, c'est d'aller poser ces fondements-là et faire le chemin jusqu'à répondre à la question « Un chandail a combien de trous? » Ben là, je dis ça, puis la réponse est dans la présentation, mais l'intéressant, c'est le chemin pour se rendre jusqu'à la réponse. Donc, aujourd'hui, on va faire ensemble ce chemin-là pour se rendre jusqu'à la réponse. Et aussi, mon autre objectif, c'est un petit peu de vous faire aimer la topologie, parce qu'on la voit juste dans le cadre d'un cours. Et souvent, c'est un cours qui, comme les étudiants l'appréhendent un petit peu, c'est comme « le cours de topo ». Ben, là, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire aimer la topologie. Donc, c'est mon petit objectif personnel de cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais parler spécifiquement d'un sujet, l'homotopie, qui est une branche, c'est une théorie en topologie. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'homotopie? L'homotopie, c'est un petit peu une façon d'aller caractériser à quoi ressemble un objet ou un espace. Donc, ça nous permet d'aller simplifier, entre autres, un espace. Ça nous permet de comparer des espaces topologiques ensemble. Ça permet de caractériser quand est-ce que deux objets ont à peu près la même forme. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va faire aujourd'hui. Et le gros outil qu'on va utiliser beaucoup dans la présentation, ça va être les déformations continues. En fait, une homotopie, c'est une déformation continue. Donc, on va s'en tenir beaucoup à cette idée-là quand on fait une homotopie entre deux objets, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'objet et on le déforme continuellement pour en obtenir un autre. Donc, c'est vraiment ça comme l'idée clé qui va revenir souvent pendant la présentation. Donc, je vais commencer avec d'abord définir certains concepts clés en homotopie. Donc, on va vraiment s'attarder un petit peu sur les définitions, un petit peu, mais pas trop. Donc, je ne prends pas pour acquis que les gens ont fait de la topologie. Je prends pour acquis que les gens ont un petit peu tous les backgrounds en mathématiques. Donc, je vais présenter les définitions, mais apprenant, pas nécessairement dans tous les détails. Et ensuite de ça, on va passer au CW complexe qui vont nous permettre de simplifier un petit peu l'analyse de l'homotopie. Et finalement, on va voir avec quelques exemples comment est-ce qu'on peut vraiment simplifier des espaces, des objets avec l'homotopie et avec les CW complexes. Donc, on commence avec l'homotopie. Donc, soit X, un espace topologique. Je mets l'accent là-dessus dans le sens que tout le long de la présentation, je suppose qu'on travaille avec des espaces topologiques, mais je ne définirai pas c'est quoi un espace topologique. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu la définition à main levée? Donc, dans mon cours de topo. Donc, je vois qu'il y a à peu près la moitié des gens qui lèvent la main. Donc, il y a la moitié des gens qui n'ont jamais vu formellement c'est quoi un espace topologique. Et c'est bien correct comme ça. Donc, de toute façon, selon moi, la définition formelle ne donne pas une très bonne intuition de c'est quoi un espace topologique. Donc, moi, l'intuition que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'un espace topologique, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être une ligne, ça peut être un cercle, ça peut être un disque, ça peut être un chandail qu'on modélise avec des points et
des points, des arêtes et des faces. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est qu'on doit doter l'ensemble, l'espace d'une structure topologique. Et dans le fond, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de définir la continuité. Donc, un espace topologique, c'est la structure par défaut quand on veut parler de continuité. Donc, aujourd'hui, on travaille avec ces objets-là qui nous permettent de définir, entre autres, des fonctions continues et des déformations continues. Et dans plusieurs de mes animations et illustrations, je vais utiliser des chemins. Donc, un chemin dans un espace topologique X, c'est une fonction continue qui va de l'intervalle 0,1 à X. Donc, bon, c'est une fonction, OK. Mais ce qui est intéressant avec les chemins, c'est qu'ils sont très visuels. Donc, si par exemple, je veux dessiner un chemin dans R2, mais là, je peux me dessiner R2 comme ça, deux axes, et un chemin, une fonction continue qui va de 0,1 à R2, bien, ce serait une fonction qui définirait f de 0, f de 1, et qui va aller définir plein d'autres valeurs entre 0 et 1, mais de façon continue. Donc, si on se rappelle la définition de continuité qu'on a vue au secondaire, là, il y a très, très longtemps, qui nous disait que la continuité, dans le fond, c'est de être capable de dessiner une fonction sans lever le crayon. C'est un petit peu ça ici. Un chemin, c'est juste qu'on trace une courbe entre deux points sans lever le crayon. Donc, c'est ça, un chemin, une fonction continue qui va de l'intervalle 0,1 à un espace quelconque. Ici, j'ai pris R2 parce que ça me permet de faire des descentes à dos, mais ça peut être n'importe quel autre espace. Donc, ici, on a un exemple de chemin. Et dans ma diapo, je dis chemin et boucle. Selon vous, ça va être quoi une boucle? Comment? Il se croise les deux. Ben, il ne va pas juste se croiser lui-même. Une boucle, ça va partir d'un point et revenir au même point comme ça. Donc, c'est le cas particulier où f de 0 égale f de 1. Donc, c'est aussi un chemin, mais un chemin qui revient à son point de départ. Puis un chemin ou une boucle, ça peut se croiser, ça peut ressembler à bien des choses. Je vais définir, je vais, par exemple, faire ça ici. C'est aussi une boucle, elle peut se croiser. Donc, on est vraiment libre de dessiner comme on veut. Donc, on part avec ça. On va travailler avec ces objets-là juste parce que ça se voit bien. Et on va définir c'est quoi maintenant une homotopie. Donc, si on a deux fonctions continues, f et g, et chacune des fonctions doit partir du même espace et aller vers le même espace. Donc, les deux vont de x à y. On va dire qu'elles sont homotopes s'il existe une autre fonction continue, une fonction que je vais appeler h pour homotopie, qui va de x, produit cartésien avec l'intervalle 0,1, dans y, est tel que h de x0 égale f de x et h de x de 1 égale g de x. C'est une homotopie. Est-ce que tout le monde a compris? C'est un petit peu une blague dans le sens que c'est correct de ne pas comprendre du premier coup. Et je m'attends pas à ce qu'on comprenne tout ça du premier coup. L'idée ici, c'est vraiment que H, c'est une déformation continue qui va aller de F à G. Donc, si par exemple, je prends ça ici, si on suppose que ça, c'est un chemin F et un autre chemin G, bien, une homotopie va prendre le chemin F et va le déformer pour aller chercher le chemin G. Donc, c'est vraiment une déformation continue de F à G. Et dans le fond, on peut le paramètre T ici, on peut le voir un peu comme un paramètre de temps. Donc, au temps T égale 0, on a F. Au temps T égale 1, on a G. Donc, si on déforme une courbe dans le temps 0 jusqu'à 1,
Si on peut avoir une déformation continue comme ça entre deux chemins ou entre deux fonctions dans le cas plus général, on a une homotopie. Donc, là, ici, vous avez fait une animation pour vous montrer comment ça fonctionnait, vous montrer l'intuition. Mais on peut faire une petite preuve qui se fait quand même bien. Donc, si on a deux chemins F et G, on peut poser comme homotopie la fonction suivante. Donc, la fonction 1 moins t fois F plus t fois G. Cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre elle va dessiner ici les fonctions F et G de tantôt. Donc, supposons que j'ai la fonction G ici. Et la fonction F ici. L'homotopie H, ce qu'elle fait, cette homotopie-là en particulier, c'est qu'elle va prendre le point F de 0. Et elle va l'envoyer en ligne droite vers G0. Elle va prendre le point F1, va l'envoyer en ligne droite vers G1. Et de façon générale, elle va prendre chacun des points sur la courbe et elle va l'envoyer en ligne droite vers un point correspondant sur l'autre courbe. Donc, c'est l'ensemble de tous ces points-là qui se déforment en même temps, qui vont sur l'autre courbe, qui définissent l'homotopie. Et là, on peut le vérifier par... premièrement, on peut vérifier que H est une fonction continue parce que 1 moins t, c'est continu. F, c'est continu on le suppose. C'est un chemin, on suppose que le chemin est continu. La fonction t, c'est continu, c'est juste un polynôme avec une variable t. G de x, c'est continu aussi. Donc, le produit et la somme de tout ça, ça donne quelque chose de continu. Donc, H est bel et bien une fonction continue. Et on voit que quand on remplace t par 0, t par 1, on trouve bel et bien F et G. Donc, c'est bien une homotopie entre F et G. Donc, tout ça, ça fonctionne et c'est une preuve qui se fait assez bien parce qu'on est dans R2 ici. On a pris des chemins dans R2 spécifiquement. Donc, ce qu'on suppose sans le dire, c'est que tous les points entre les deux courbes existent et on peut les utiliser. Okay. On a un espace qui est complet, on va dire. En fait, techniquement, c'est un espace convexe. Donc, tous les points entre F1 et G1 existent. Donc, je peux passer par ici pour faire ma déformation. Tous les points entre F0 et G0 existent aussi. Donc, je peux passer entre les deux points pour faire la déformation aussi. Mais qu'est-ce qui arrive si on travaille dans un espace où tous les points n'existent pas nécessairement? C'est qu'est-ce qui arrive s'il y a un trou dans l'espace quelque part? Mais là, on peut plus juste prendre cette homotopie-là et on n'aura pas toujours des homotopies qui existent. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir définir, grâce à l'homotopie, la connexité simple. On va dire qu'un espace est simplement connexe si, pour toute paire de points x1 et x2 dans l'espace, il existe un chemin qui va de x1 à x2. Ça, il y a un nom pour cette propriété-là. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Du cours de topo, ça n'a peut-être pas été dit. Connexité par arc. Donc, propriété 1, ça, c'est la connexité par arc. En toute paire de points, il existe un chemin qui les connecte. Et propriété 2, il faut que toute boucle dans X soit homotope à une boucle constante. Et là, ici, ce qu'on veut dire par une boucle constante, ça veut dire que ça va être une fonction qui va être une boucle aussi, qui est une fonction qui va de l'intervalle 0,1 à X, mais qui associe tous les points de l'intervalle 0,1 au même point X0. Donc, on a comme une boucle, mais qui fait sur place, on va dire, en X0, qui ne bouge pas de là. Donc, quand on dit qu'une boucle est homotope à la boucle constante, dans le fond, ça veut dire que la boucle, on peut la rétracter en un point. Exemple.
Si on prend un disque qui est plein et on dessine une boucle là-dedans, donc si j'ai une boucle que je considère qui commence ici, elle fait un petit tour comme ça, elle revient. Donc, cette boucle-là, je peux la contracter. Je peux la contracter jusqu'à ce qu'elle arrive à un point. Parce que tous les points au centre de la boucle, on va dire, à l'intérieur de la boucle, existent. Donc, on peut passer par là pour rétracter la boucle. Par contre, si au lieu d'avoir un disque plein, on a un trou au milieu, et si je prends une boucle qui fait le tour du trou, bien là, je ne peux plus faire une homotopie qui va se contracter jusqu'à ce qu'on ait juste un point. On a plutôt, à la limite, on pourrait contracter la boucle jusqu'à ce qu'elle arrive au milieu, mais éventuellement, elle va rester bloquée là. Donc, si on s'imagine qu'on a un lasso, qu'on envoie le lasso tout autour du trou, puis qu'on tire sur le lasso, là, il va venir se rétrécir jusqu'à ce qu'on attrape le milieu du disque. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe ici. Tandis que, dans cet exemple-là, ben, quand on envoie notre lasso au milieu du disque et qu'on tire, le lasso, il ne va rien attraper parce que il y a des points partout, il n'y a aucun vide. Donc, le disque est simplement connexe, mais cet anneau-là n'est pas simplement connexe parce qu'il y a un trou dedans. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à m'interrompre, c'est quoi? Juste par rapport à l'homotopie ici, de 0,1, est-ce que ça dépend seulement de R2 ou aussi de 0,1? De quoi ça? Cette homotopie-là, F et G sont deux fonctions de 0,1 vers R. Donc, est-ce que ça dépend seulement de la structure de R ou aussi de la structure de 0,1? Ça dépend seulement de la structure de R2. Parce que R2 est convexe. Dans le fond, ces courbes-là existent dans R2. Donc, c'est vraiment de R2, ça dépend. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je continue. Donc, on voit que l'homotopie, elle nous sert entre autres, à aller détecter si un espace a des trous ou non. Ça nous fait déjà une première petite propriété là, intéressante qu'on peut définir grâce à l'homotopie. Et le prochain concept, c'est les équivalences par homotopie. Donc, plutôt que de déformer des fonctions vers d'autres fonctions, c'est qu'on peut déformer un espace vers un autre espace. Donc, dans le but de simplifier, entre autres, si on a un espace qui est très complexe, on peut le simplifier pour en avoir un plus simple un petit peu. Donc, on définit que deux espaces qui sont équivalents par homotopie. S'il existe des fonctions f et g, f qui va de x à y, g qui va de y à x, donc il y a une fonction qui va dans un sens, l'autre fonction va dans l'autre sens. Et il faut que la composition g rond f et la composition f rond g, les deux soient homotopes à l'identique. Qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? C'est que quand on prend la fonction g rond f et qu'on regarde l'image de ça, dans le fond, l'image obtenue est une déformation de l'espace de départ, donc de l'espace x. Et même chose pour f rond g. Si on applique la fonction f rond g sur tout y, on devrait obtenir une déformation de l'espace de départ qui est y. Donc, par exemple, on peut démontrer que l'intervalle 0,1, qu'on peut voir comme un segment, c'est équivalent par homotopie à seulement un point. Et l'idée ici, c'est que ce segment-là, qui est c'est ça, un segment qui part d'un point qui va à un autre, on peut le contracter. On peut le contracter jusqu'à ce qu'on ait seulement un point. Et cette déformation-là, c'est une déformation qui est continue. Donc, le segment est équivalent à un point par homotopie. Donc, ça, c'est l'idée de où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, ça ressemble à quoi? Une preuve de ça. On doit commencer par se poser les deux espaces qui nous intéressent. Donc, si on va poser x égale l'intervalle 0,1, y égale un point. Donc, le point ici, j'ai appelé P. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Il faut juste que ce soit un point. Et peu importe c'est quoi P, on peut toujours définir une structure topologique là-dessus. Il n'y a pas de problème.
Donc, Y, c'est juste un point. Ensuite de ça, on a dit ça prend une fonction qui va de X à Y, une autre qui va de Y à X. Donc là, en partant de comment est-ce qu'on peut définir ces fonctions-là, considérant qu'on a un espace Y qui a juste un point. À quoi va ressembler F selon vous? Ouais, constante. Ça va être une fonction constante. Dans Y, il y a juste un point. Donc, F de X, on n'a pas le choix. Oups. Ah non, j'avais fait plein de pauses, ça n'a pas marché. Tant pis. Donc, F de X, c'est une fonction constante, toujours égale à P. On est obligé. Pour ce qui est de G, mais là, G, on a plein de choix possibles. Mais encore là, c'est une fonction définie sur un point seulement. Donc, G, c'est une fonction qui part du point P et qui l'associe à quelque chose dans X. Donc, il faut juste faire un choix. Moi, ici, dans ma diapo, j'ai choisi G de P égale 0, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre élément de l'intervalle, puis ça fonctionne aussi. Donc, on parle avec ces deux fonctions-là, F et G, et là, il faut qu'on calcule. On veut démontrer que F rond G, c'est homotope à l'identité. Donc, on calcule F rond G. F évalué en G de P, bien là, F, on a dit que c'est égal à P tout le temps. Donc, F de G de P, c'est toujours égal à P. Donc, finalement, c'est carrément l'identité. C'est égal à l'identité. F rond G, ça prend P et ça retourne P. C'est exactement la fonction identité. Maintenant, si on calcule l'autre composition, G rond F, G rond F, ça va donner toujours 0 parce que G de P, on l'a défini comme étant 0. Donc, finalement, c'est une fonction qui est la fonction nulle. Et si on prend cette fonction H-là, cette homotopie-là, T fois X, bien, on peut voir que quand on remplace T par 0, on obtient 0, donc on obtient G rond F. Et quand T est égal à 1, on obtient X, donc ça, c'est la fonction identité qui prend X et retourne X. Donc, la fonction H qu'on a définie, c'est bien une homotopie entre G rond F et l'identité. Donc, pourquoi je prends le temps de faire toute cette preuve-là? C'est juste pour vous montrer que pour démontrer une équivalence par homotopie entre deux espaces, il y a vraiment plusieurs étapes, là. Il faut commencer avec nos deux espaces. Il faut se définir une fonction F, une fonction G. Après ça, on calcule F rond G, G rond F. On établit qu'il y a une homotopie de côté, une autre homotopie. Et ça, c'est un petit exemple simple, là. Mais il y a plusieurs étapes à respecter pour aller démontrer l'équivalence par homotopie. Donc, c'est pour motiver finalement vers où on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? C'est qu'on va essayer de trouver des méthodes plus simples pour calculer des équivalences par homotopie. Mais on peut tout de même se donner une intuition avant de développer ces outils-là. Donc, là, on a vu que le segment, l'intervalle 0,1, ça se réduit en un point. On pourrait faire la même chose avec le disque. Donc, un disque plein, si on pourrait le contracter en un point, comme ceci. Donc, on prend le disque puis on le rétracte jusqu'à ce qu'on ait juste un point. On ne peut pas se débarrasser du point, il faut qu'il reste quelque chose, mais on peut le rétracter comme ça jusqu'à ce qu'on ait juste un point. Et ça, c'est une déformation continue. Donc, le disque est lui aussi équivalent par homotopie à un point. Donc là, on a donné deux exemples jusqu'à maintenant. Dans nos deux exemples, on a des équivalences avec des points. Est-ce que tout est équivalent à un point? Et non. Ce serait bien trop facile. Donc, si on a par exemple un espace qui est séparé en deux, si on a par exemple deux intervalles séparés, bien là, on ne peut pas ramener ça à un point. Là, ici, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est ramener chacun des intervalles à un point. Donc, on aurait deux points séparés, mais on ne pourrait pas fusionner les deux points ensemble. Si on a un espace qui est pas connexe, on ne peut pas connecter les différentes parties ensemble. Et inversement, si on part d'un espace connexe, on ne pourrait pas le déchirer en deux pour avoir deux parties séparées à la fin de notre homotopie. Donc, les équivalences par homotopie préservent la connexité. Et même chose pour la connexité simple. Donc, si on a un espace qui n'est pas simplement connexe,
exemple, un anneau comme ça, le trou qui est au milieu, on ne peut pas le remplir. Donc, à la limite, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'aller amincir l'anneau pour aller chercher un cercle. Donc, ça, c'est légal, mais on ne pourrait pas remplir le cercle. Il faut s'il y a un trou au début, il y a un trou à la fin, on n'a pas le choix. Donc, les équivalences par homotopie, ça préserve la connexité simple. Donc, les grandes idées, on va dire, de l'homotopie et des équivalences par homotopie, c'est qu'on peut se permettre d'étirer un espace, on peut se permettre de comprimer aussi. Donc, si on a vu l'anneau, on peut le comprimer jusqu'à ce qu'il reste juste une petite ligne. Sauf qu'on ne peut pas fusionner ou déchirer et on ne peut pas non plus combler ou créer des vides. Donc, comme je l'ai dit, on préserve la connexité simple. On préserve d'autres propriétés topologiques aussi, mais dans le cadre de ce qu'on a vu aujourd'hui, ces deux propriétés-là sont conservées. Donc là, on a posé les fondements de l'homotopie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut partir d'un espace et le simplifier, mais sans passer par tous les calculs d'homotopie, sans avoir à toujours se définir une fonction f, fonction g, calculer les compositions, trouver les homotopies. On veut quelque chose de plus simple que ça. On va utiliser le CW complexe. Un CW complexe, c'est un espace topologique, mais qu'on construit avec des cellules. Donc, c'est des cellules de dimension 0, 1, 2. En général, on pourrait aussi définir des cellules de dimension n si on voulait, malgré que ça, j'en ai pas fait dans mes animations et tout. Mais on pourrait se rendre en dimension n sans problème. Une cellule de dimension n, c'est un objet qui est homéomorphe à une boule de dimension n. Donc, par exemple, un point, c'est une cellule de dimension 0, c'est un point. De dimension 1, c'est une arête ou une courbe. Donc, on peut courber nos lignes ou on peut aussi prendre des disques de dimension 2 puis on peut les étirer si on veut. On peut c'est ça, on peut s'amuser avec ça. On s'imagine qu'on a de la pâte à modeler, qu'on peut tout recoller ensemble. Donc, exemple, si on prend juste un point, techniquement, c'est un CW complexe. Un complexe qui a juste un point, c'est de dimension 0. Ensuite de ça, on pourrait rajouter une cellule de dimension 1. Donc, si je prends une arête et que je vais recoller l'arête sur le point, bien, ça me donne un cercle. Et c'est un CW complexe qui a comme décomposition deux cellules. Donc, une cellule de dimension 0, une cellule de dimension 1. Et après ça, si on veut, on pourrait prendre une cellule de dimension 2 et aller la coller à l'intérieur du cercle pour aller créer un disque. Donc, le disque plein, on peut le voir comme un CW complexe de dimension 2. Un autre exemple avec lequel on travaille souvent, c'est les réels. Parce que les nombres réels, on peut voir les nombres comme des points. Donc, si on voit les nombres entiers comme étant des sommets, et tous les intervalles qui connectent les nombres entiers, on les voit comme des arêtes, bien, ce qu'on obtient, c'est un CW complexe de dimension 1. Donc, un CW complexe infini parce qu'il y a une infinité de cellules, mais ça reste un CW complexe, c'est une décomposition valide. Un autre exemple, ce serait la sphère, parce qu'une sphère, je vais prendre par exemple un sommet de dimension 0, un disque, donc une cellule de dimension 2, et je pourrais aller prendre tout le bord du disque et tout aller le coller sur le point. Comme ça. Donc, si je prends tout le bord du disque et que tout le bord, je vais tout le coller sur le point. Donc, là, encore là, on s'imagine que le disque est fait comme en pâte à modeler. Donc, on le prend et on vient tout le coller comme ça. Bien, ce qu'on va obtenir, ça va être une sphère. Bon, si on va la laisser et tout, là, on va être habile avec la pâte à modeler. Mais théoriquement, ça se fait. Bon, et là, je dis théoriquement parce qu'il y a aussi
théorie dans laquelle je ne m'embarque pas en arrière de ça. Les recollements, il y a vraiment une notion topologique qu'on appelle les recollements. Je ne m'embarque pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est juste pour dire, c'est pas juste des choses lancées dans les airs, il y a de la théorie qui est pour me backer dans tout ça. Donc, une fois qu'on a nos CW complexes, là, on peut commencer à simplifier nos espaces. Parce que là, on a des espaces qui sont bien structurés, qui ont des cellules. À la limite, c'est des espaces qui sont quasiment combinatoires. Donc là, on peut vraiment aller, on a vraiment ce qu'il faut pour aller simplifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des faces libres. Donc, une face libre, c'est une cellule qui a seulement un voisin de dimension supérieure. Donc, par exemple, ici, si on regarde l'arête du triangle à gauche, bien, il y a seulement un triangle attaché à cette arête-là. Donc, on va dire que l'arête est libre et sous certaines conditions, pas tout le temps, mais souvent, ce qu'on peut faire après ça, c'est qu'on peut effondrer les deux cellules et on va obtenir un espace qui est équivalent. Donc, à quoi ça ressemble l'effondrement? Ça ressemble à ça. Donc, on va partir de l'arête, puis on va pousser sur l'arête pour aller comme l'écraser à l'intérieur du triangle. Puis on va pousser, pousser, pousser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le triangle. Et ça, cette déformation-là, c'est continu. C'est une équivalence par homotopie. Donc, on obtient finalement, on est parti d'un triangle plein qui est en 2 dimensions. Et là, on vient d'aller annuler finalement la cellule de dimension 2. Et on tombe avec finalement juste 2 arêtes et 3 sommets. Et on sait que ça, c'est équivalent. Donc, on est vraiment venu simplifier le triangle et sans perdre aucune propriété. Et là, j'ai fait avec un triangle, mais on peut s'amuser avec d'autres formes comme un carré aussi. Et c'est la même idée. Donc, si on pousse sur une arête à l'intérieur, on peut tout aller annuler à la fois l'arête, mais aussi toute la cellule de dimension 2 à l'intérieur. Donc, tout ça, on peut l'enlever et obtenir un espace qui est équivalent. Oui, Pierre-Louis. Une face libre, seulement la définition. Donc, une face libre. Donc, si on dit que l'arête est une face libre, parce qu'elle est rattachée à un seul triangle, et non, s'il y avait 2 triangles rattachés à la même l'arête ne serait pas libre. Mais parce qu'il y a un seul triangle, par exemple, les sommets ne sont pas des faces libres des arêtes, parce que chacun des sommets est rattaché à plusieurs arêtes. Oui. On prend l'exemple d'un cube. Parce que là, c'est facile à visualiser si on fait une dimension supérieure, mais si on fait un chiffre de 2 dimensions. Est-ce que tu peux couper l'arête d'un cube? Il faut tout le temps que ce soit de codimension 1. OK, donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Touche un carré. Un carré. Oui, c'est ça. On pourrait. Et si tu prends tout ça, On pourrait, je ne sais pas si je vais arriver à bien l'illustrer, là, mais si on prend un cube comme ça, C'était implicite dans l'écriture, mais je n'étais pas sûr. on pourrait prendre le côté ici et aller le pousser vers l'intérieur pour aller vider le cube, on va dire, en poussant sur une des faces. Donc, il faut tout le temps que ce soit des cellules de codimension. c'est ici, tu ne peux pas prendre un point sur un autre. Non, c'est ça. Donc, ça fonctionne avec des arêtes et des cellules de dimension 2. Et ça marche aussi, par exemple, pour des sommets avec des arêtes ou des courbes de dimension 1. Donc, si je prends le sommet qui est là, il est connecté à une seule cellule de dimension 1. Donc, si je prends le sommet et que je vais pousser dans la courbe, je vais pousser dans la cellule de dimension 1, bien là, on va être capable d'aller écraser toute la cellule de dimension 1 dans l'autre point. Et ça aussi, c'est une déformation continue qui compte comme une équivalence par homotopie. Oups. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a vraiment les outils qu'il faut pour aller simplifier des espaces un petit peu comme on veut. Bien, pas comme on veut littéralement, mais on peut quand même simplifier beaucoup.
Donc, si on prend par exemple un cylindre. Donc, ici, c'est un cylindre qui n'a pas de base, il n'y a pas de rien par-dessus non plus, et il n'y a pas d'intérieur, là, il est vide. C'est comme un rouleau de papier de toilette, on va dire. Donc, le cylindre, s'il veut, si on prenait les équations du cylindre, et si je prenais l'équation d'un cercle aussi, je pourrais montrer que la déformation où est-ce que j'écrase le cylindre, c'est une équivalence par homotopie. Donc là, avec toutes les équations, on pourrait trouver des fonctions f, g qui vont permettre d'aller établir l'homotopie. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de décomposer le cylindre en sommet, en arête et en face. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus un cylindre, c'est carré. Mais moi, je vais vous répondre, un carré puis un cercle, c'est la même chose, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est la même chose que le cylindre. Et on peut s'en convaincre un petit peu en disant, ben, si on prend notre papier de toilette et qu'on va l'écraser sur les côtés, ben, c'est le même papier de toilette, mais avec des points. C'est équivalent par homotopie. Et même dans ce cas-là, c'est homéomorphe, pour ceux qui savent c'est quoi un homéomorphisme. Donc, on a quelque chose. Donc, ici, on a la même chose que le cylindre rond de tantôt. Et si on prend des paires de cellules ensemble, par exemple, si je prends l'arête qui est en haut ici avec le rectangle qui est là, je pourrais pousser sur l'arête pour aller comme faire disparaître le rectangle. Et là, je n'ai pas tout animé, mais une fois qu'on vient tout le pousser, bien là, on n'aurait plus de rectangle à gauche, on n'aurait plus l'arête en haut non plus. Mais remarquez que l'arête en bas, elle reste là. Donc, c'est vraiment juste une arête avec le rectangle qui vient de s'annuler. Donc, on continue. On pourrait prendre un autre rectangle avec une autre arête. Cette arête-là, elle est libre. Il n'y a pas d'autre rectangle qui est rattaché. Donc, on peut annuler ça aussi. Et là, on voit qu'on a comme une arête verticale qui ne sert plus à rien. Il y a juste un sommet au bout. Donc, le sommet, on peut l'écraser nous aussi dans l'arête verticale. Donc, on annule tout ça. Et en continuant comme ça, avec des paires de cellules, donc l'arête avec le rectangle, ça va s'annuler. L'autre rectangle aussi avec l'arête du haut. Les sommets d'en haut avec chacune des arêtes verticales, tout ça va s'annuler. Et il va juste rester finalement le carré qui sert de base. Donc, on est venu finalement écraser le cylindre jusqu'à sa base. Et là, bien, encore une fois, le carré, c'est la même chose qu'un cercle. Donc, on a la même chose que tantôt. Ici, on avait terminé avec un cercle. Ici, on a fini avec un carré. C'est homéomorphe. Donc, on a essentiellement le même résultat. Et là, moi, j'avais commencé la présentation avec mon histoire de chandail. Donc, j'arrive à mon histoire de chandail. Je me suis vraiment forcé pour faire un beau chandail. En tout cas, je ne suis pas sûr s'il ne doit pas être très confortable. Là. En tout cas, j'ai quelque chose qui ressemble à un chandail. Et là, vous remarquerez ici que le devant, ce n'est pas un carré ou un triangle, mais ça fonctionne aussi. C'est aussi une cellule de dimension 2. Donc, un peu de la même façon qu'on a procédé, on peut aller annuler un paquet de choses. Donc là, les manches, c'est un petit peu comme des cylindres. On peut aller annuler les arêtes avec pas nécessairement les rectangles, mais les polygones qui sont ici. Donc, on peut faire le tour comme ça, un petit peu comme on a fait tantôt. On peut se débarrasser des arêtes aussi avec les sommets. Donc, tout le cylindre qui servait de manche, mais là, on est venu l'écraser pour se débarrasser de la manche. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec l'autre manche, on va venir l'écraser dans le chandail. Donc là, on obtient une belle camisole. Et une fois qu'on a notre camisole, bien là, on peut aller se débarrasser du devant. Si on veut l'annuler avec l'arête qui est en bas. On peut faire la même chose avec le derrière, avec l'arête qui est en bas. Donc, on annule tout ça. Les côtés aussi, encore là, je continue avec les arêtes du bas. L'arête du bas encore avec l'autre rectangle. Et là, les coutures qui pendouillent de chaque côté, qui ne servent plus à rien. On peut les enlever aussi. Et ce qui nous reste, ça va être 3 carrés comme ça, qui correspondent finalement au collet et à chacun des trous de manche. Et là, finalement, ben, si je prends ces 3 carrés-là puis que je vais les aplatir sur la table, on a 3 beaux carrés comme ça. Et à la limite, on pourrait même
On pourrait même prendre chacune des arêtes verticales, puis aller comme des pincées. Donc, les 4 arêtes qui sont comme ça. On peut aller les pincer pour avoir des beaux cercles, parce que c'est le fun des cercles. Fait que là, en venant pincer des arêtes verticales, on va venir arrondir les points. Puis on pince, jusqu'à ce qu'éventuellement, on ait 3 beaux cercles connectés les uns aux autres. Donc ça, c'est notre chandail. Donc là, on a la réponse, un chandail a combien de trous? Bien là, on en a 1, 2, 3. Si on a donc les 3 trous de chandail. Et ce qui est un petit peu contre-intuitif à travers ça, c'est que quand on regarde le chandail, bien, on a un trou pour la manche, un deuxième ici, un pour le collet, mais on a aussi un trou en bas, l'ouverture dans le bas du chandail. Fait qu'on est parti avec 4 trous, mais on finit avec 3. Fait que c'est un petit peu là la contre-intuition, mais si on se ramène ici à l'animation, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de notre camisole. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bas de la camisole, toute la couture du bas, finalement, le trou du bas, puis on l'a remonté pour aller l'écraser dans le haut. Fait que c'est comme si on disait, ben, le trou dans le bas, dans le fond, c'est un petit peu comme l'union des 3 trous qui est là. Fait qu'on ne compte pas. C'est les mêmes 3 trous, mais qu'on combine ensemble pour en avoir un autre. Donc, il n'y a pas besoin d'être compté, celui-là. C'est bon comme l'extérieur. Oui, aussi. Donc, il y a plusieurs interprétations, mais une fois qu'on déconstruit, ce qu'on obtient, c'est un peu comme 3 générateurs. Et les 3 générateurs, ben, c'est les 3 cercles ou les 3 carrés. Bref, je suis rendu à temps. Donc, on peut étudier la forme globale d'un espace par homotopie. On peut simplifier beaucoup de choses. Et ça devient difficile quand on fait de l'homotopie vraiment à partir des définitions. Mais quand on utilise, par exemple, des CW complexes ou d'autres outils, on peut vraiment les simplifier tout ça. Puis, ça permet justement pas juste de simplifier les démarches, mais simplifier des objets qui peuvent être abstraits au départ ou compliqués à analyser. Donc, par exemple, le chandail, j'ai aucune idée c'est quoi les équations de chandail, mais si je suis capable de le modéliser, je suis capable de l'étudier avec les CW complexes. Et là, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Donc, par exemple, les groupes d'homotopie. Donc là, avec l'homotopie, on peut vraiment passer à l'algèbre. Et je parlais tantôt de générateurs, les 3 trous. C'est pas pour rien que j'ai pris le mot générateur. Parce que chacun des trous, on peut les voir comme les générateurs d'une structure algébrique. Donc, il y a vraiment des beaux liens à faire avec l'algèbre. Et même chose avec l'homologie, c'est un peu comme l'homologie, c'est un petit peu comme on va dire, la petite sœur algébrique de l'homotopie. Donc, il y a encore là beaucoup de liens à faire avec l'algèbre. Et moi, au doctorat, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie discrète, qui utilise justement je pense que j'ai bugué. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie discrète, qui permet de réduire un espace. Donc, par exemple, une triangulation avec plein de points, plein d'arêtes, plein de triangles. Mais la théorie de morse discrète permet de simplifier tout ça vraiment beaucoup pour justement utiliser les idées de défendre